J'ai laissé ma sœur garder ma fille une nuit pendant un voyage professionnel. À mon retour, ma fille a refusé de rentrer à la maison. Elle a chuchoté « Maman, regarde la fenêtre ». J'ai levé les yeux et vu quelqu'un dans ma chambre, nous habitons au 3e étage. J'ai appelé la police, mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille refusait d'entrer dans la maison. Nous venions de nous garer dans l'allée. Elle a détaché sa ceinture de sécurité, mais au lieu de courir vers la porte d'entrée comme d'habitude, elle m'a attrapé la main et s'est figée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle n'a pas répondu, son visage est devenu blême et elle a pointé la fenêtre de l'étage supérieur, la fenêtre de ma chambre. « Maman » a-t-elle chuchoté, « regarde la fenêtre ». J'ai suivi son regard, tout mon corps s'est tendu. Derrière le rideau, j'ai vu la silhouette d'une personne, immobile, qui nous observait, simplement là, dans ma chambre, au 3e étage. Personne ne devait être dans la maison. J'ai tiré Kaya derrière moi et j'ai appelé le 911. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. L'opérateur m'a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à la maison. Seulement ma sœur, et elle ne répondait pas. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis la nuit dernière, quand elle m'avait envoyé une photo de Kaya souriant à l'intérieur d'une cabane en couverture. J'étais parti depuis moins de 24 heures. J'ai regardé la police entrer en force dans ma maison. Je gardais Kaya serrée contre moi, essayant de rester calme alors que mon cœur semblait vouloir s'arracher de ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de la trahison. Quelque chose n'allait vraiment pas, et je l'ai senti avant que quiconque ne dise un mot. Ce que les policiers ont trouvé à l'intérieur n'était pas seulement dérangeant, c'était personnel. C'était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, quelque chose que ma propre sœur avait mis en œuvre. Et tout avait commencé par un seul choix, la laisser garder ma fille pour une seule nuit. Je m'appelle Alissa, j'ai 34 ans, je suis mère célibataire et le seul pilier constant dans la vie de ma fille Kaya. Elle a 6 ans et une imagination débordante. Elle donne des noms à ses peluches, parle aux plantes et insiste sur le fait que la lune la suit la nuit. Elle est le centre de mon monde. Ma vie tourne autour du fait de s'assurer qu'elle se sente en sécurité, écoutée et aimée. Nous vivons dans une maison de ville de 2 chambres juste à l'extérieur de Portland. C'est un quartier calme, rempli de promeneurs de chiens, de couples de retraités et de quelques adolescents tondant les pelouses pour de l'argent de poche. Ce n'est pas parfait, mais c'est notre foyer. Je garde notre espace propre, confortable et prévisible, car la stabilité est quelque chose dont Kaya a besoin depuis que mon ex-mari est parti il y a 2 ans et a déménagé à Denver. Depuis, nous ne sommes plus que toutes les deux. Je n'ai pas eu le luxe de baisser la garde depuis. Il n'y a pas de deuxième parent, pas de plan B. Je suis son unique recours. Concilier maternité et travail est quelque chose que j'ai appris à bien faire par nécessité. Je travaille comme consultante en marketing à distance, ce qui semble plus flexible que ça ne l'est en réalité. La plupart du temps, je jongle entre les emails des clients et les sandwichs au beurre de cacahuètes, et je me dépêche de terminer mes présentations pendant la sieste ou après le coucher de Kaya. Je sors rarement, je ne fréquente personne, je ne voyage pas. Mais la semaine dernière, j'ai dû le faire. Mon équipe avait décroché un client très important, et la présentation finale devait se faire en personne à Seattle. Juste une nuit. C'est tout ce dont ils avaient besoin de moi. Une nuit d'hôtel rapide, et retour le lendemain soir. Au début, j'ai dit non. Je ne supportais pas l'idée de laisser Kaya. Mais le travail était important. Il ne s'agissait pas seulement de revenus, il s'agissait de sécurité. Le genre de sécurité qui permet de payer les factures et de remplir le frigo. C'est alors que ma sœur cadette, Ria, a proposé son aide. Ria a 28 ans et elle est tout ce que je ne suis pas. Elle est spontanée, impulsive et terriblement imprévisible. Elle n'a jamais gardé un emploi plus d'1 an, adore les festivals, passe d'un canapé à l'autre entre les villes et a tendance à romancer le chaos. Mais elle adore Kaya. Elles ont un lien indéniable. Ria est la tante amusante, celle qui lui apprend des danses idiotes, apporte des paillettes partout où elle va et achète des pyjamas assortis, même si elle est nulle pour plier le linge. Pourtant, j'hésitais. Ria n'avait jamais gardé Kaya pour la nuit. Je savais qu'elle tenait à elle, mais je savais aussi qu'elle pouvait être négligente. Elle avait une façon de balayer les règles d'un revers de main et d'improviser dans des moments qui nécessitaient de la structure. Mais elle m'a supplié. Elle m'a dit qu'elle essayait d'être plus responsable. Elle voulait que je lui fasse confiance. Ce n'est qu'une nuit, Alissa, a-t-elle dit. On mangera des macaronis au fromage, on regardera des films et on sera au lit à 21 h.
Ce sera ennuyeux, je te le jure. Je lui ai fait promettre de rester toute la nuit, pas de visiteurs, pas question de laisser Kaya seule. Je lui ai expliqué en détail les routines de Kaya, j'ai imprimé une liste de numéros d'urgence, rempli le frigo et lui ai montré comment utiliser le système d'alarme de la maison. Elle a levé les yeux au ciel mais a tout accepté. Kaya était ravie. Quand je suis parti ce matin-là, Kaya m'a serré le cou et a chuchoté « Je prendrai soin de tante Ria ». Cela m'a fait sourire, mais une partie de moi était mal à l'aise. Je l'ai embrassé sur le front, lui ai dit que je serais à la maison demain, et j'ai reculé dans l'allée en la regardant me faire signe par la fenêtre. La présentation s'est bien passée, mon équipe a assuré. Nous avons célébré brièvement, et j'ai vérifié mon téléphone toutes les heures pour avoir des nouvelles. Ria m'a envoyé une photo vers 16 heures. Kaya enfouie sous une montagne d'oreillers, tenant une brique de jus de fruits comme un trophée. La légende disait « toujours en vie ». Je me suis permis d'expirer. Peut-être que j'avais trop réfléchi. Ce soir-là, j'ai appelé pour dire bonne nuit. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto. Ria. J'ai supposé que Kaya s'était endormie et que Ria avait laissé son téléphone quelque part. Pourtant, ça me dérangeait. Je ne dors pas bien quand Kaya n'est pas à côté de moi, alors je suis resté allongé dans mon lit d'hôtel, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison. Le lendemain après-midi, j'ai acheté des muffins à la boulangerie préférée de Kaya et je suis rentré directement à la maison. Je m'attendais à ce qu'elle me saute dans les bras à la porte. Au lieu de cela, je l'ai vue assise dehors sur le trottoir, seule. Madame Delgado, notre voisine, se tenait à proximité, les bras croisés, tendus. Kaya n'a pas bougé jusqu'à ce que je sorte de la voiture. Alors, elle a couru vers moi et m'a serré comme si elle ne m'avait pas vu depuis des semaines. J'ai regardé autour de moi. Pas de Ria. Pas de voiture dans l'allée. Pas de message sur mon téléphone. Je me suis accroupi et j'ai demandé à Kaya ce qui s'était passé. Ses yeux se sont remplis de peur. Elle a pointé la maison. « Je ne veux pas y retourner », a-t-elle dit. Puis sont venus les mots qui m'ont noué l'estomac, « Maman, regarde la fenêtre ». Je ne savais pas quoi dire. Je tenais toujours la main de Kaya quand elle a pointé la fenêtre, celle du 3e étage, ma chambre. J'ai suivi son regard, et c'est là que je l'ai vu. Derrière le rideau, quelqu'un se tenait là, immobile, observant, comme s'il était chez lui. Mais personne ne devait être dans cette maison. La seule personne avec une clé était Ria, et elle était introuvable. J'ai reculé instinctivement, tirant Kaya avec moi. Mon cœur s'emballait. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas parlé. Ma fille, à peine 6 ans, avait senti que quelque chose n'allait pas avant même que je me gare. Elle ne s'était pas approchée de la porte d'entrée. Elle savait quelque chose que j'ignorais. Madame Delgado a vu mon visage et s'est approchée. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête et lui ai dit doucement de garder Kaya avec elle. Je ne voulais pas que ma fille s'approche de la maison. Elle a hoché la tête, a pris Kaya doucement par les épaules et l'a emmenée de l'autre côté de la rue. Kaya m'a regardé avec de grands yeux effrayés, mais elle n'a pas protesté. J'ai composé le 911 et j'ai dit à l'opérateur qu'il y avait quelqu'un dans ma maison. J'ai donné l'adresse et expliqué que seule ma sœur aurait dû y avoir accès, mais qu'elle ne répondait pas à son téléphone. Ma voix tremblait, mais je suis resté clair et ferme. L'opérateur m'a dit de rester où j'étais, de ne pas m'approcher de la maison, et que la police était déjà en route. Mes mains tremblaient en raccrochant. J'ai essayé d'appeler Ria à nouveau. Directement sur la messagerie vocale. Mon estomac était noué, ma peau moite. Je n'arrêtais pas de fixer la fenêtre, attendant que le rideau bouge à nouveau. Mais qui que ce soit à l'intérieur restait caché. Cela rendait les choses pires. L'immobilité, l'attente. La police est arrivée en moins de 10 minutes. 2 voitures de patrouille se sont garées sur le trottoir. Les officiers se sont déplacés rapidement. L'un d'eux m'a demandé mon nom et si quelqu'un d'autre devait se trouver dans la maison. J'ai dit « seulement Ria, et elle n'est pas là ». Il a hoché la tête et a fait signe à l'autre officier de prendre l'entrée arrière pendant qu'il s'approchait de l'avant. Je ne pouvais pas quitter la maison des yeux. Cela semblait irréel. Je venais de rentrer d'un voyage d'affaires normal. J'avais déposé ma fille chez sa tante. J'avais fait confiance à quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Et maintenant, ma fille était terrifiée à l'idée d'entrer dans l'endroit où elle dormait. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé les officiers entrer par la porte d'entrée. Ils se déplaçaient avec précaution, une main près de leur étui, l'autre sur une lampe de poche. La tension dans mon corps était si forte que j'avais l'impression que je pouvais craquer. J'essayais de reconstituer ce qui avait pu mal tourner.
Ria était écervelée, oui, mais elle n'abandonnerait pas Kaya, n'est-ce pas? Elle n'était pas méchante, mais elle avait un mauvais jugement. Elle avait déjà fait des choix dangereux. Peut-être qu'elle était partie retrouver quelqu'un et avait verrouillé la porte derrière elle, pensant que Kaya dormirait tranquillement. Peut-être qu'elle pensait être de retour avant mon arrivée. Peut-être qu'elle pensait que personne ne le remarquerait. Mais cela n'expliquait pas la silhouette à la fenêtre. Je n'ai pas réalisé que je retenais ma respiration jusqu'à ce que les officiers reviennent. L'un d'eux avait l'air calme, l'autre semblait secoué. « Madame, » a dit le premier, « nous avons trouvé quelqu'un à l'intérieur. » Cette phrase m'a fait flageoler les genoux. « Qui ?» Le deuxième officier a parlé cette fois, « un homme. Il se cachait dans le placard de votre chambre. » Je l'ai regardé, incapable de comprendre ce qu'il venait de dire. « Nous pensons qu'il est entré hier soir ou tôt ce matin. Il prétend qu'on l'a fait entrer. » Quoi? Ma voix s'est brisée. Par qui? Il a dit, votre sœur l'a invité, lui a donné à manger, lui a dit qu'il pouvait rester jusqu'à votre retour. J'étais silencieuse. Je sentais chaque partie de mon corps se contracter, comme si mon cerveau essayait de bloquer ce que je venais d'entendre. Il n'est pas de votre famille, n'est-ce pas? A demandé l'officier. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça de ma vie. Ils m'ont dit que l'homme était en garde à vue mais qu'il n'avait pas résisté. Il était calme, voire détendu. Il n'avait pas d'arme sur lui. Il semblait confus, désorienté, et quand ils lui ont demandé pourquoi il était là, il n'arrêtait pas de répéter la même chose. Elle a dit que c'était d'accord. Elle a dit que je pouvais dormir ici. Elle a dit qu'elle reviendrait. J'ai eu la chair de poule. Ma bouche était sèche. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Kaya. Ma fille avait été à l'intérieur de cette maison avec lui. Elle avait dormi seule pendant qu'un étranger se cachait dans mon placard. J'ai regardé de l'autre côté de la rue où elle était assise avec Madame Delgado. Elle me regardait, serrant ses genoux contre sa poitrine. Je n'avais toujours pas eu de nouvelles de Ria. Je suis resté figé sur le trottoir pendant que les officiers finissaient de sécuriser la maison. On venait de me dire qu'un homme, un parfait inconnu, avait passé la nuit à l'intérieur de chez moi. Ma fille était aussi seule. J'entendais encore sa voix dans ma tête, les mots que les officiers m'avaient répétés. Elle a dit que je pouvais dormir ici. Elle a dit qu'elle reviendrait. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une effraction. Ma sœur l'avait invitée à entrer. Mes mains étaient serrées en poing, ma poitrine oppressée, mais je me suis forcé à rester concentré. J'ai traversé la rue pour rejoindre Kaya. Ses yeux ont rencontré les miens, interrogateurs, effrayés. Je me suis penché et les serré dans mes bras. « Tu vas bien ?» ai-je dit. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé. Je n'ai pas posé plus de questions, pas encore. Madame Delgado a proposé d'emmener Kaya à l'intérieur pour une collation pendant que je parlais à nouveau avec les officiers. J'ai hésité, mais Kaya a hoché la tête. « Je l'aime bien », a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête en retour, l'ai embrassée sur la joue, et Madame Delgado l'a emmenée tranquillement. Une fois Kaya à l'intérieur, je me suis tourné vers l'officier qui avait parlé à l'homme. « Dites-moi tout », ai-je dit. L'homme qu'ils avaient trouvé avait la trentaine, pas de papier d'identité, pas de téléphone, et d'après son apparence, probablement sans abri. Il n'était pas entré de force, il n'y avait aucun signe de dommage, pas de serrure cassée ni de fenêtre brisée. Il a dit aux officiers qu'il avait rencontré ma sœur à un arrêt de bus 2 jours plus tôt. Elle lui avait apporté de la nourriture, lui avait parlé et lui avait offert un endroit où rester. Il a affirmé qu'elle semblait gentille, ouverte, et qu'elle disait vouloir aider quelqu'un qui n'avait rien. J'ai demandé s'il avait fait du mal à Kaya. L'officier a dit non. Selon l'homme, elle dormait avant qu'il n'entre dans la maison. Il a affirmé que Ria lui avait donné la permission, avait laissé la porte non verrouillée et avait dit qu'elle serait de retour le matin. Elle n'est jamais revenue. Cela n'avait aucun sens. C'était imprudent, dangereux et totalement différent de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai essayé de me convaincre qu'il devait y avoir plus à cette histoire, une explication qui rendrait cela moins insensé. Mais il n'y en avait pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai de nouveau appelé Ria. Directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS, « Je sais ce que tu as fait. La police est là. Appelle-moi maintenant. » J'ai fixé l'écran, attendant la bulle de frappe, n'importe quoi pour montrer qu'elle était encore joignable. Ria. J'ai dit aux officiers que je voulais déposer une plainte complète. Peu m'importait si cela signifiait que ma sœur aurait des ennuis. Kaya passait en premier. Sa sécurité passait en premier.
Chaque instinct maternel en moi hurlait que ce qui s'était passé n'était pas seulement irresponsable, c'était impardonnable. Ils m'ont donné des papiers, un numéro de dossier et des coordonnées pour le suivi. J'ai répondu à chaque question. Oui, Ria avait les clés. Non, elle ne vivait pas avec nous. Oui, Kaya avait été laissée seule. Non, je n'avais autorisé personne d'autre à entrer dans la maison. Après leur départ, j'ai ramené Kaya dans notre maison. Elle ne ressemblait plus à un foyer. Chaque ombre semblait plus sombre, chaque couloir plus froid. J'ai vérifié chaque pièce, chaque placard, chaque recoin, même après que la police l'ait sécurisé. J'ai changé les draps, lavé les serviettes, ouvert toutes les fenêtres. Je ne pouvais pas respirer l'air que cet homme avait respiré. Je ne pouvais pas laisser Kaya me voir paniquer. Je lui ai fait un chocolat chaud et me suis assise à côté d'elle sur le canapé. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» lui ai-je dit. « Tu m'as dit que quelque chose n'allait pas et tu as été si courageuse. » Elle s'est penchée contre moi et a chuchoté « Il m'a fait peur, maman. Je l'ai vu descendre les escaliers la nuit. » Ma gorge s'est nouée. « Tu l'as vu ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, s'accrochant à ma manche. Mais je suis restée très silencieuse, comme tu le dis toujours. Je ne lui ai pas parlé. J'ai juste attendu que tu reviennes. Je l'ai serré plus fort. Elle l'avait vu. Elle était restée silencieuse. Elle avait attendu, seule. Et Ria l'avait laissée là. Cette nuit-là, Ria a finalement répondu à mes textos. Elle a envoyé un seul message, je ne voulais pas lui faire peur. Il avait juste besoin d'un endroit où dormir. Je pensais être de retour avant que tu rentres. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas appelée. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui annulerait ce qui s'était passé. Un homme qu'elle connaissait à peine avait été dans ma maison, dans ma chambre, pendant que ma fille dormait seule. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Et j'avais fait le mien. Ria n'était plus la bienvenue dans nos vies. Le lendemain matin, après tout ce qui s'était passé, je n'ai pas dormi. J'étais allongé à côté de Kaya dans mon lit, les yeux grands ouverts, écoutant sa respiration. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil à la porte, m'attendant à moitié à voir du mouvement, même si je savais que nous étions seuls. L'homme était parti, la police l'avait emmené des heures auparavant, mais la peur n'avait pas disparu. Kaya s'est agitée vers 6 heures et s'est blottie contre moi. Son corps était petit, sa peau chaude, sa confiance toujours intacte. Je ne savais pas comment. J'avais confié sa garde à quelqu'un en qui j'avais confiance, et on l'avait trahi de la pire des manières. Et pourtant, elle se blottissait contre moi comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme si j'étais l'endroit le plus sûr au monde. Cela m'a rendu plus déterminé que jamais à la protéger. Vers 8 heures, Ria a finalement appelé. J'ai laissé sonner, puis j'ai répondu. Sa voix était désinvolte, comme si elle ne comprenait pas le poids de ce qu'elle avait fait. « Salut, j'ai vu tes messages. Écoute, je sais que tu es en colère, mais est-ce qu'on peut juste parler avant que tu ne fasses quelque chose de radical ?» Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas élevé la voix. Je voulais qu'elle entende tout clairement. Il y avait un homme dans ma maison, ai-je dit. Dans ma chambre, dans le placard. Ma fille l'a vu descendre les escaliers au milieu de la nuit. Elle était terrifiée. Elle s'est assise dehors à m'attendre parce qu'elle avait trop peur d'être dans sa propre maison. Il y eut une pause, suivie d'un soupir. Je sais, ça a l'air terrible, mais ce n'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que c'est, ai-je dit. Je l'ai rencontré à un arrêt de bus il y a quelques jours. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Il n'était pas louche, Alissa. Il était juste perdu. Je lui ai apporté à manger, il avait l'air gentil. On a parlé. Il a dit qu'il avait besoin d'un endroit où dormir, juste pour une nuit. Et tu l'as laissé entrer chez moi, avec Kaya là ? Je pensais qu'elle dormait. Je ne pensais pas que ce serait un gros problème. Je me suis dit que je serais de retour avant même qu'elle ne se réveille. Tu ne me l'as pas dit. Tu ne m'as pas demandé. Tu n'es même pas resté. La voix de Ria s'est tendue. J'essayais d'aider quelqu'un. Tu penses que le monde est tout noir ou tout blanc, mais parfois les gens ont juste besoin d'une chance. Il ne s'agit pas de chance. Il s'agit d'une fillette de 6 ans laissée seule avec un étranger dans la maison. Tu n'as pas le droit de déguiser ça en compassion. Il ne lui a pas fait de mal. Il aurait pu. Un silence a suivi, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je ne pensais juste pas que c'était si grave. Cela a brisé quelque chose en moi. J'ai réalisé qu'elle ne comprenait pas, ou peut-être ne comprendrait jamais. Elle avait fui ses responsabilités, joué avec la sécurité d'un enfant, et n'en ressentait pas le poids. Ce n'était pas de l'immaturité, c'était de l'inconscience. Et cela avait des conséquences.
Je lui ai dit de ne plus me contacter. Je lui ai dit que j'allais changer les serrures. Je lui ai dit que Kaya ne la verrait pas avant longtemps, peut-être jamais. Et puis j'ai raccroché. Après l'appel, j'ai assis Kaya sur le canapé et lui ai dit la vérité avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Je lui ai dit que tante Ria avait fait une erreur et avait laissé entrer quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Je lui ai dit à quel point elle avait été courageuse, à quel point j'étais fier d'elle d'avoir écouté son instinct et qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait. Kaya a baissé les yeux sur ses mains. Je ne l'aimais pas, a-t-elle dit doucement. Il sentait les vieilles choses et il ne clignait pas des yeux quand il me regardait. Un frisson m'a parcouru la poitrine. Elle avait été seule avec lui, Dieu sait combien de temps, éveillée, observant, attendant. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré un serrurier. J'ai remplacé toutes les serrures de la maison. J'ai installé de nouvelles caméras de sécurité, des alarmes de porte, et j'ai dormi cette nuit-là avec mon téléphone dans une main et une lampe de poche dans l'autre. La police m'a dit que l'homme n'avait pas de casier judiciaire pour violence, mais qu'il avait des antécédents d'intrusion et d'évaluation psychiatrique. Il pensait qu'il n'avait pas eu l'intention de nuire. Cela ne m'importait pas. L'intention ne suffisait pas. Ma fille avait été mise en danger, et la personne qui l'avait permis ne saisissait toujours pas toute l'étendue de son erreur. Cette semaine-là, j'ai déposé une demande formelle de non-contact auprès de la direction de l'immeuble. Ria ne serait plus autorisée sur la propriété. Cela semblait dur, mais je ne prenais plus de risques. Kaya demande encore de ses nouvelles parfois. Je lui dis la vérité, que Ria l'aime, mais qu'elle a fait un choix très dangereux. Je lui dis, l'amour, ce n'est pas seulement s'amuser et jouer, c'est être présent, c'est assurer la sécurité des gens. Je pensais que perdre la confiance en ma sœur serait le plus difficile. Ce ne fut pas le cas. Le plus difficile a été de réaliser à quel point j'avais failli perdre quelque chose de bien plus important. Et qu'à partir de maintenant, je ne laisserai plus jamais la culpabilité ou les liens familiaux prendre le pas sur ce que je sais être vrai. Quand il s'agit de Kaya, je ne ferai plus jamais de compromis. La vie a repris son cours normal, mais rien ne semblait normal. Kaya et moi avons retrouvé nos routines. Petit déjeuner à la table de la cuisine, trajet à pied pour l'école, histoire du soir avant de dormir. Mais une partie de moi était toujours à l'écoute, toujours à l'affût. Je vérifiais les serrures 2 fois avant de me coucher. J'ai installé une lumière à détecteur de mouvement devant sa fenêtre. J'ai recommencé à garder le babyphone allumé, même si elle n'en avait plus besoin depuis plus d'1 an. Elle ne l'a jamais demandé, mais je sentais que Kaya percevait la différence. Elle n'est pas allée dans sa chambre pendant des jours après ce qui s'est passé. Elle restait près de moi, même quand elle jouait, comme si elle attendait que quelque chose de mauvais revienne. Et je restais près d'elle, parce que je ne pouvais pas me permettre d'être distante, pas maintenant, pas après ce qu'elle avait été forcée de traiter en silence. Je l'ai inscrite à un programme de thérapie pour enfants par le biais de son école. C'était une pièce calme avec des poufs, du matériel artistique et une conseillère qui savait écouter sans pousser. Kaya n'a pas dit grand-chose au début, mais quand je suis allé la chercher après sa 3e séance, elle semblait plus légère. Cette nuit-là, elle a de nouveau dormi dans son propre lit, et la nuit suivante, elle ne m'a pas demandé de laisser la lumière du couloir allumée. Je portais un poids, moi aussi, la culpabilité, la colère, la peur, et cette terrible question qui résonnait sans cesse dans ma tête. Et si Kaya n'avait pas été assez courageuse pour attendre dehors? Et si l'homme dans notre maison avait été dangereux? Et si je n'étais pas rentré quand je l'ai fait? Ces questions n'avaient pas de réponse, mais elles avaient des conséquences. Ria a tenté de me joindre plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi. Appel, texto, une lettre manuscrite laissée dans notre boîte aux lettres. Elle s'est excusée de la manière dont les gens le font quand ils veulent le pardon plus qu'ils ne veulent comprendre les dégâts qu'ils ont causés. Elle a dit que Kaya lui manquait. Elle a dit qu'elle traversait une période difficile et ne savait pas comment demander de l'aide. Elle m'a demandé de la laisser s'expliquer. Mais j'en avais assez entendu. Je n'avais pas besoin de plus de mots, j'avais besoin d'actions. Et les actions de Ria avaient rendu une chose claire, elle avait choisi de protéger son propre confort au lieu de la sécurité de Kaya. C'était un choix que je ne pouvais pas ignorer. Je n'ai jamais répondu à ses messages. Je ne la déteste pas. Je l'aime toujours, de la manière dont on aime quelqu'un qui partage votre sang, votre enfance et les souvenirs qui vous ont façonné. Mais l'amour ne gagne pas toujours la confiance. La confiance est quelque chose que l'on protège, quelque chose que l'on prouve. Et une fois qu'elle est brisée comme elle l'a brisée, l'amour seul ne suffit pas à recoller les morceaux. J'ai appris que les limites ne sont pas une punition, elles sont une protection.
Elles sont le bouclier que vous mettez autour de votre vie quand quelqu'un a prouvé qu'on ne peut pas lui faire confiance pour la tenir avec délicatesse. J'ai appris que dire non n'est pas cruel, c'est ainsi que vous dites oui à la sécurité de votre enfant, à votre propre paix et à la vie que vous essayez de construire. Par-dessus tout, j'ai appris à écouter mon instinct, ma fille, la voix dans mes tripes qui parlait doucement avant que je ne remette les clés, et la voix d'une fillette de 6 ans qui a chuchoté « Maman, regarde la fenêtre », quand quelque chose n'allait pas. Cette voix nous a sauvés. Ce moment a tout changé. Kaya se souvient encore de ce qui s'est passé, mais elle n'en parle pas souvent. Elle le mentionnera par fragments, quand quelque chose le lui rappelle, cet homme ne clignait pas des yeux. Je n'aimais pas ses chaussures. Je l'entendais respirer dans le couloir. Et j'écoute à chaque fois, parce que le jour où elle a eu peur et a parlé, elle m'a montré à quel point elle voit, à quel point elle ressent, et à quel point elle comprend déjà le danger. Je suis fier d'elle. Plus que fier, je lui fais confiance. Elle a vu la vérité avant moi, et grâce à elle, nous sommes en sécurité maintenant. Quand je quitte la maison, même juste pour faire les courses, je la regarde dans les yeux et je dis, si quelque chose te semble bizarre, tu me le dis tout de suite. Et elle hoche toujours la tête, sérieuse et posée, parce qu'elle sait, et moi aussi. Ce n'était pas juste un électrochoc, c'était une limite à ne pas franchir. Une leçon qui a eu un coût, mais qui m'a appris la règle la plus importante de toutes. Quand il s'agit de la sécurité de votre enfant, il n'y a pas de réaction excessive. Vous écoutez, vous agissez, vous protégez. À chaque fois. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je l'ai partagée non seulement pour vider mon sac, mais parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir fait confiance à quelqu'un à qui je n'aurais pas dû. Parfois, c'est la famille, parfois un ami, parfois c'est cette voix dans votre tête qui vous dit que tout ira bien alors qu'au fond, vous savez que non. Si cela vous a fait réfléchir, si cela vous a touché, ou si cela vous a rappelé de faire confiance à votre instinct, j'espère que vous ferez une chose. Protégez votre paix, protégez vos enfants, protégez ce qui compte. Et si cette histoire vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, j'apprécierais vraiment que vous lui donniez un j'aime, que vous la partagiez avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel, que vous laissiez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait, ou si vous avez déjà été confronté à un moment qui a changé la façon dont vous faites confiance aux gens autour de vous. Et bien sûr, si vous voulez plus d'histoires réelles comme celle-ci, celle qui n'hésite pas à aborder les aspects difficiles, cliquez sur le bouton s'abonner. Il y en a d'autres à venir, et j'adorerais vous avoir ici. Restez en sécurité, restez vigilants, et écoutez toujours quand quelque chose ne va pas. À la prochaine fois.